Deux chiffres, 5 milliards. Et pourtant, la rupture n'est pas visible. Dans l'ombre, des forces loyales relient des micro-signaux, isolés d'un écart de 17% dans des flux internes, puis déplacent l'affaire d'une anomalie vers l'hypothèse d'un schéma récurrent. Un visiteur étranger circule entre sites civils et militaires, des numéros saisis recoupent des réseaux hors du pays et la préparation du 8 novembre transforme l'observation en décision, jusqu'à une interpellation sans confrontation. Que change, pour vous, la résistance d'Ibrahim Traoré face à une pression conçue pour durer lorsque chaque delta finit par compter? L'analyse s'ouvre volontairement par le risque, non par le spectacle. Lorsqu'un dispositif extérieur, méthodique et patient exploite l'ombre d'une faille institutionnelle, l'effondrement ne survient presque jamais d'un coup. Il progresse par dérives discrètes, cumulées, souvent invisibles tant qu'elles ne sont pas reliées entre elles. L'enjeu central n'est donc pas de déterminer si une tentative échoue ou réussit, mais de comprendre comment un État fragilisé maintient une cohérence stratégique durable sous des pressions organisées. La promesse est précise et mesurable. Comprendre comment une tentative avortée révèle une architecture plus large. À travers une progression structurée, chaque micro-variation observée devient un indicateur, qu'il s'agisse de flux financiers, de comportements individuels, de décisions hiérarchiques ou d'ajustements méthodologiques. Rien n'est traité comme isolé, tout s'additionne dans une lecture cumulative. Ce cadre permet d'aller au-delà du fait divers et d'examiner ce qui change réellement pour les institutions, les acteurs économiques et les usages quotidiens lorsque la vigilance devient systémique. La question n'est plus que s'est-il passé, mais qu'est-ce que cela transforme concrètement? Un chiffre suffit à déplacer toute la lecture. 17% d'écart dans des flux internes détectés sur une série temporelle plus longue que prévu. Pris isolément, ce delta ne prouvait rien. Replacé dans une chronologie étendue, il a rompu l'hypothèse d'une anomalie ponctuelle et imposé une méthode comparative plus exigeante. Ce basculement marque le véritable mini-révélateur de l'affaire, bien avant toute interpellation. Le contexte est essentiel pour comprendre cette inflexion. Les signaux observés ne surgissent pas dans le vide. Des déplacements inhabituels d'un individu étranger entre sites civils et militaires sont consignés sans interprétation hâtive. Des contacts discrets apparaissent dans des documents saisis antérieurement. Des numéros associés à des réseaux hors du pays sont relevés puis mis de côté, faute de preuves directes. Chaque élément pris séparément reste insuffisant pour déclencher une alerte formelle. Ensemble, ils commencent à dessiner une architecture d'ingérence lente, patiente, conçue pour exploiter les zones grises plutôt que provoquer une rupture visible. À ce stade, l'enquête cesse d'être une simple vérification technique. Elle devient un travail de compréhension structurelle. Les équipes comparent des tableaux, distinguent les fluctuations normales des anomalies persistantes et replacent les écarts dans une série plus longue. L'objectif n'est pas d'identifier un responsable, mais d'harmoniser les lectures afin d'éviter des interprétations divergentes et de restaurer une vision stable de l'ensemble opérationnel. Dans cette séquence, la résistance associée à Ibrahim Traoré apparaît en arrière-plan comme une constante fonctionnelle. Elle ne s'exprime pas par un acte spectaculaire, mais par la continuité procédurale. Observer, recouper, décider, sans précipitation. La pression extérieure décrite ne teste pas un événement isolé. Elle mesure la capacité d'un système à relier ses signaux et à corriger ses dérives avant qu'elles ne s'agrègent. Ainsi, le mini-révélateur n'est pas l'arrestation à venir, mais la transformation de la méthode. Quand un chiffre apparemment modeste change l'angle d'analyse, il annonce une bascule silencieuse, celle où l'incident cesse d'être local pour devenir un cas d'école sur la résilience institutionnelle.
Le fil conducteur de cette phase n'est pas une figure politique mise en avant, mais un petit groupe d'officiers chargés d'observer sans interpréter. Leur rôle est volontairement étroit: enregistrer, consigner, vérifier, puis attendre. Ils deviennent des personnages guides non par leur visibilité, mais parce que leur méthode transforme des gestes banals en données exploitables. Déplacements répétés entre sites civils et militaires, horaires consignés, contacts notés sans qualification préalable. Chaque observation est traitée comme un fait brut, sans hiérarchisation prématurée. La progression est rigoureuse. D'abord, la consignation factuelle des trajectoires et des temps de présence. Ensuite, le croisement avec des numéros étrangers déjà repérés dans des documents saisis antérieurement. Enfin, la comparaison avec des schémas connus de circulation d'informations. Aucun signal, pris isolément, ne déclenche une alerte. C'est l'assemblage qui modifie la posture opérationnelle. La surveillance cesse d'être passive, elle devient structurante, orientée vers la cohérence plutôt que vers l'urgence. Un premier impact concret apparaît dans la chaîne hiérarchique. Les constats remontent sous forme de points de décision, non d'accusation. Les officiers simulent un intérêt prudent pour tester la cohérence des intentions du visiteur étranger sans provoquer de rupture visible. Cette attente active élargit le champ d'analyse, gagne du temps et surtout de la profondeur. Le dispositif apprend à se relire lui-même. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un repère implicite. Les pressions décrites ne cherchent pas l'affrontement direct. Elles tentent d'influencer à la marge. L'impact précoce n'est donc pas une arrestation, mais un changement de posture collective. Et parfois, un détail bien lu suffit à déplacer tout un dispositif. L'activation commence sans bruit, sans signal d'urgence perceptible. Un individu étranger circule, observe, multiplie les allers-retours entre sites civils et militaires sans justification administrative claire. Les unités consignent, vérifient, rapprochent. À ce stade, il n'existe ni soupçon formalisé ni hypothèse dominante. La vigilance repose sur des protocoles déjà en place, pensés pour durer. Puis survient une première inflexion. Certains numéros évoqués dans des documents saisis correspondent à des réseaux extérieurs. L'information circule entre unités concernées sans élargissement prématuré du périmètre. L'attention glisse progressivement de la simple surveillance vers la compréhension d'une structure potentielle. La montée en intensité est cumulative. Les tableaux comparatifs se multiplient, les flux internes sont observés sur une période plus longue et des micro-écarts auparavant jugés négligeables commencent à se répondre. Le seuil critique n'est pas un événement spectaculaire, mais un changement de lecture partagé. Lorsque l'écart de 17% est détecté, la situation ne peut plus être traitée comme un épisode isolé. L'analyse passe d'un mode réactif à une logique d'assemblage. Chaque dérive devient une pièce d'un puzzle plus large. La chaîne décisionnelle se resserre, non pour accélérer, mais pour éviter toute action prématurée. Le moment le plus décisif se prépare dans cette attente active. La rencontre du 8 novembre est organisée avec un objectif précis: recueillir des éléments matériels suffisants pour autoriser une interpellation sans confrontation. Les officiers simulent un intérêt mesuré afin de tester la cohérence des propositions avancées. Ils observent les réactions, les relais, les références implicites. Rien n'est improvisé. Le dispositif privilégie la maîtrise du tempo. Le moment décisif arrive sans heurte. L'individu est interpellé, sans incident, sans fuite, sans résistance. Le matériel est saisi: support, enregistrement, liste de contacts. Le sommet de la séquence n'est pas visuel, il est procédural. Les retombées commencent immédiatement après. Le centre de gravité de l'affaire se déplace. Les déplacements ne constituent plus la source principale d'information.
Désormais, ce sont les documents, les correspondances et les flux numériques qui orientent l'analyse. Les services compétents exploitent méthodiquement les supports, croisent les données et identifient des numéros liés à plusieurs pays voisins ainsi qu'à certaines structures européennes. Aucune conclusion hâtive n'est tirée. Les hypothèses sont testées, élargies, parfois écartées. Le périmètre de vérification s'étend sans changer de méthode. Dans cette séquence, la référence à Ibrahim Traoré demeure en arrière-plan comme une constante stratégique. Les pressions observées cherchent moins à provoquer un choc qu'à influencer durablement l'environnement décisionnel. L'événement, pris isolément, reste discret. Son effet, en revanche, est structurant. Il transforme une suite d'observations en un cadre d'analyse élargi, mobilisable sur le long terme. La ligne des événements ne raconte ni une victoire ni un échec. Elle décrit une bascule silencieuse, celle où la vigilance institutionnelle passe de l'incident à la méthode. À partir d'une ligne de base considérée comme stable, trois deltas mesurables redessinent le cadre et expliquent pourquoi un incident localisé a pu être absorbé sans rupture visible. L'approche ne cherche pas une causalité directe. Elle observe comment des variations chiffrées, modestes mais cohérentes, modifient progressivement l'environnement d'opérationnel. Cette logique, qui part d'une ligne de base puis observe les écarts, permet de relier le micro-événement aux transformations de fond, sans extrapolation politique ni surinterprétation. Le premier delta concerne les revenus issus de l'or, en progression de 37% sur la période observée. Cette variation n'indique pas une intention stratégique en soi, elle signale un réajustement mesurable des circuits internes de ressources. Dans le contexte étudié, cette hausse agit comme un repère structurel. Elle montre que certains leviers nationaux gagnent en poids au moment même où des pressions extérieures cherchent des points d'entrée. L'augmentation ne protège pas mécaniquement le système, mais elle modifie l'équilibre entre dépendances externes et capacités internes, rendant certaines tentatives d'influence plus coûteuses à opérer. Le deuxième delta porte sur les dépenses de sécurité, en hausse de 28% sur un an. Cette évolution suggère un renforcement logistique et opérationnel par extension de capacité plutôt que par réaction ponctuelle. Formation, équipement, coordination technique. La donnée ne décrit pas des décisions individuelles. Elle éclaire le cadre dans lequel les équipes ont pu maintenir une surveillance prolongée et cohérente. Ce renforcement structurel aide à comprendre pourquoi l'observation méthodique du visiteur étranger n'a pas été interrompue par des contraintes matérielles ou organisationnelles. L'effort consenti en amont influence directement la qualité de détection des anomalies. Le troisième delta concerne la baisse de 45% des aides extérieures conditionnées depuis la fin de l'année précédente. Cette contraction ne signifie pas un isolement total. Elle indique un rétrécissement des apports financiers dépendants de mécanismes externes. Lorsque ces soutiens diminuent, la capacité à absorber des pressions, y compris des tentatives d'ingérence ou de corruption, repose davantage sur la cohérence interne des institutions et sur la robustesse des contrôles. Ce delta accroît la sensibilité du système aux variations internes et rend chaque écart plus significatif. Pris séparément, ces chiffres décrivent des évolutions sectorielles. Pris ensemble, ils composent un terrain de fond. Les anomalies dans les flux internes, l'attention portée aux déplacements inhabituels et la décision d'interpeller sans confrontation s'inscrivent dans un moment où plusieurs paramètres évoluent simultanément. Le cadre ligne de base puis écart permet précisément de relier ces niveaux sans conclure sur des intentions. Il fixe des limites analytiques et identifie des marges de manœuvre. Dans cette articulation, la résistance associée à Ibrahim Traoré apparaît comme un repère fonctionnel plutôt qu'un moteur chiffré.
Elle se manifeste par la continuité des procédures au moment où les deltas s'accumulent. Les chiffres n'expliquent pas l'affaire. Ils expliquent pourquoi elle a pu être traitée méthodiquement. Ils montrent comment un système soumis à des pressions extérieures peut rester lisible tant que ces variations sont mesurées, comparées et intégrées dans une lecture cohérente. Ainsi, l'intérêt des preuves quantitatives n'est pas de conclure, mais de cadrer. Elle transforme d'une vigilance intuitive en pratique informée et rappelle qu'un delta connu vaut souvent mieux qu'un risque invisible. Deux lectures techniques, toutes deux cohérentes dans leur logique interne, structurent l'interprétation des effets économiques et institutionnels observés. La première s'ancre dans l'idée de dépendance structurelle. Selon cette approche, un État aux infrastructures contraintes demeure historiquement tributaire de partenariats extérieurs pour stabiliser ses chaînes d'approvisionnement, sécuriser certains équipements sensibles et amortir les chocs opérationnels. Dans ce cadre, la baisse de 45% des aides conditionnées est lue comme un facteur de tension. Elle pourrait fragiliser la continuité de services critiques, ralentir des procédures et accroître l'exposition à des pressions organisées exploitant ces fragilités. Le risque principal serait alors un allongement des délais, une dispersion des priorités et une fatigue institutionnelle cumulative. La seconde lecture adopte l'angle de l'autonomie institutionnelle. Elle considère que la contraction des soutiens extérieurs peut coexister avec une réorientation interne des ressources. La progression de 37% des revenus issus de l'or devient ici un levier compensatoire, capable de soutenir des ajustements logistiques et sécuritaires ciblés. Dans cette perspective, la résilience ne découle pas de la permanence des partenariats, mais de la capacité à internaliser des fonctions clés, à redistribuer plus efficacement les flux disponibles et à maintenir des procédures cohérentes. L'incident étudié serait ainsi l'indice d'un système capable d'absorber une pression sans rupture visible. Ces deux thèses s'opposent par leur point de départ, mais convergent sur un point factuel essentiel. Les deltas mesurables modifient le cadre d'action. La dépendance structurelle souligne les risques induits par la contraction des aides. L'autonomie institutionnelle met en avant les capacités d'adaptation révélées par les réajustements internes. Aucune des deux ne peut être invalidée par les données disponibles, car elles décrivent des mécanismes distincts opérant simultanément. La réponse la plus robuste consiste donc à les articuler. L'incident n'indique ni une rupture de dépendance, ni une autonomie totale. Il montre comment un système peut rester fonctionnel lorsque des leviers internes se renforcent au moment même où certains appuis externes se réduisent. Cette zone intermédiaire n'efface pas les contraintes, elle les rend lisibles et gérables. La force de l'analyse tient moins au choix d'un camp qu'à la capacité de maintenir la continuité procédurale sous des pressions contradictoires. Autrement dit, au lieu de choisir un camp, on clarifie les contraintes. Et cette clarification explique pourquoi la pression observée n'a pas produit l'effet immédiat escompté. À mi-chemin, un déplacement décisif apparaît. L'interpellation n'est pas le centre du dossier, c'est l'exploitation méthodique des supports saisis qui en redéfinit entièrement la portée. À partir de ce moment, le suivi comportemental cède la place à une cartographie progressive de connexion, de flux et de correspondance. Les documents, enregistrements et listes de contacts déplacent la focale, élargissant l'analyse sans changer la méthode. Ce glissement montre que la pression extérieure ne repose pas sur un acteur isolé, mais sur une logique de réseau suffisamment diffuse pour éviter toute attribution immédiate. Les numéros associés à plusieurs pays voisins et à certaines structures européennes n'établissent pas une preuve. Ils étendent le périmètre de vérification. L'enquête change d'échelle, pas de tempo. Les hypothèses sont testées, hiérarchisées, parfois écartées, dans un cadre procédural inchangé. Ce basculement clarifie aussi
la place d'Ibrahim Traoré dans l'équation analytique. Il n'est plus seulement une cible implicite d'influence, mais un repère autour duquel s'organisent les mécanismes de résistance institutionnelle. La continuité procédurale prend le pas sur l'événement. L'enjeu devient moins l'incident que la capacité du système à absorber, analyser et redistribuer l'information sans rupture. À mi-parcours, la révélation n'est donc pas spectaculaire, elle est méthodologique. La pression observée vise la durée, pas le choc, et c'est précisément ce déplacement silencieux qui conditionne la suite des effets bien au-delà de l'interpellation initiale. Les effets de la séquence analysée ne se mesurent pas uniquement à travers l'interpellation ou l'exploitation documentaire. Ils se manifestent dans la manière dont l'incident reconfigure l'environnement opérationnel de 4 groupes distincts, chacun exposé différemment aux ajustements institutionnels. Le passage d'un suivi individuel à une cartographie de réseau impose une lecture transversale des conséquences, sans projection politique ni anticipation d'intention. Pour les administrations publiques, l'impact est d'abord méthodologique. Les contrôles des flux deviennent plus continus afin de repérer des micro-écarts comparables à l'écart initial de 17%. Les unités renforcent leur coordination pour éviter des lectures divergentes et stabiliser la chaîne décisionnelle. Cette vigilance accrue allonge parfois les délais de traitement, mais elle réduit le risque d'actions contradictoires. La priorité n'est plus la rapidité, mais la cohérence. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un repère fonctionnel rappelant la sensibilité des mécanismes internes face aux pressions extérieures persistantes. Pour les entreprises et les acteurs économiques, les effets apparaissent sous forme d'ajustements logistiques et informationnels. Les chaînes d'approvisionnement sont réévaluées lorsque des vérifications supplémentaires sont introduites. Les euh, coûts indirects augmentent temporairement, notamment pour sécuriser les flux d'informations et les transactions sensibles. Les acteurs opérant à l'échelle régionale observent plus attentivement leurs partenariats, anticipant des effets en cascade liés à des contrôles renforcés. L'environnement devient plus prudent, mais aussi plus lisible, car les règles de vérification sont clarifiées et appliquées de manière plus homogène. Pour les populations dans leurs usages quotidiens, l'impact est plus diffus et progressif. Il se traduit par une perception accrue de surveillance et par de légères variations dans l'accès à certains services. Les ajustements institutionnels peuvent influencer les prix, les délais ou les mobilités locales sans rupture visible. Les comportements s'adaptent lorsque des contrôles ponctuels se multiplient ou que certaines procédures changent. La stabilité ressentie dépend alors de la capacité des institutions à absorber ces ajustements sans perturber la continuité des services essentiels. Pour les territoires et les régions concernées, l'exposition est avant tout organisationnelle. Les infrastructures locales absorbent des procédures renforcées, qu'il s'agisse de communication, de coordination logistique ou de supervision. Les flux économiques régionaux peuvent connaître des décalages lorsque certaines opérations exigent une validation supplémentaire entre centres décisionnels. Les acteurs territoriaux évaluent la rapidité avec laquelle les dispositifs centraux stabilisent la situation, afin d'éviter qu'une perturbation localisée ne se diffuse à l'ensemble du réseau. Pris ensemble, ces effets montrent que l'incident n'agit pas comme un choc unique, mais comme un ajusteur de système. La mention d'Ibrahim Traoré prend ici une dimension analytique. Elle signale un point de pression autour duquel les mécanismes se recalibrent. Les conséquences ne sont ni spectaculaires ni immédiates, elles sont cumulatives, et c'est précisément cette accumulation qui façonne la suite. À partir des mécanismes observés,
Il est possible de structurer trois scénarios prospectifs sans projeter d'orientation politique ni d'intention cachée. L'objectif n'est pas de prédire, mais d'identifier des trajectoires plausibles en fonction de la stabilité des flux, du niveau de coordination institutionnelle et de la capacité à absorber des pressions extérieures récurrentes. Chaque scénario éclaire des points de vigilance différents et aide à préparer des réponses proportionnées. Dans le scénario de base, si les paramètres actuels se prolongent, la vigilance accrue devient la norme opérationnelle. Les administrations consolident les procédures issues de l'écart initial de 17%, renforcent la cartographie des points de friction et poursuivent l'exploitation méthodique des données saisies. Les ajustements restent progressifs, l'environnement extérieur demeure variable mais lisible. La cohérence décisionnelle est maintenue sans accélération notable ni rupture visible. Ce scénario repose sur la continuité des protocoles existants et sur une coordination suffisante entre unités au prix d'une charge organisationnelle durable. Dans le scénario optimiste, si les capacités internes se renforcent plus rapidement, plusieurs facteurs convergent positivement. Les mécanismes de prévention gagnent en réactivité grâce au retour d'expériences accumulées. Les anomalies résiduelles diminuent à mesure que les seuils d'alerte sont affinés. Les entreprises et les acteurs territoriaux stabilisent leur chaîne logistique, réduisant indirectement les points d'entrée pour de futures pressions. Les coûts, les coûts organisationnels baissent lorsque les procédures se standardisent. Dans ce cadre, la résistance associée à Ibrahim Traoré se lit comme un levier de consolidation méthodologique, non comme une posture conjoncturelle. Dans le scénario contraint, à l'inverse, si les fluctuations persistent et que les pressions extérieures s'intensifient, l'absorption des écarts devient plus coûteuse. Les unités multiplient les vérifications, les délais s'allongent et les régions exposées ressentent davantage d'effets secondaires. La continuité procédurale reste possible, mais sous tension constante. Le système demeure fonctionnel, au prix d'une mobilisation prolongée des ressources humaines et techniques, avec un risque de fatigue cumulative. Pour lire ces hypothèses sans confusion, une recommandation s'impose. Considérez les scénarios comme des outils de préparation, non comme des trajectoires figées. Ils servent à identifier les points sensibles et à renforcer la résilience avant que les pressions ne se matérialisent. La question clé n'est pas lequel se réalisera, mais lequel le système est le mieux préparé à absorber. Les ajustements décrits ne restent pas cantonnés aux sphères techniques ou administratives. Ils se traduisent par des effets différenciés selon les groupes sociaux, chacun interprétant et absorbant les changements à partir de ses usages, de ses contraintes et de ses attentes quotidiennes. Cette lecture ne cherche pas à conclure. Elle observe comment un même incident produit des résonances multiples, parfois discrètes mais durables. Pour les jeunes actifs et les débuts de parcours professionnel, la continuité d'accès à l'information et la lisibilité des règles deviennent centrales. Les procédures renforcées peuvent modifier la rapidité des décisions ou l'accès à certaines opportunités sans fermeture brutale. L'enjeu principal réside dans l'adaptation. Comprendre de nouvelles exigences, intégrer des protocoles de coordination plus stricts et ajuster les compétences attendues. La stabilité perçue dépend alors de la capacité des institutions à expliquer leurs choix et à rendre leurs méthodes compréhensibles. Pour les ménages et les communautés locales, l'impact se mesure avant tout à l'échelle du quotidien. Les ajustements institutionnels peuvent influencer les prix, les délais ou certaines mobilités, sans provoquer de rupture visible. Des contrôles supplémentaires ou des réorganisations ponctuelles modifient légèrement les routines,
La résilience des circuits locaux devient déterminante pour maintenir la continuité des services essentiels et limiter les effets indirects sur les usages ordinaires. Pour les acteurs mobiles, la diaspora et les partenaires extérieurs, la fluidité des échanges et la cohérence des procédures sont décisives. Des perturbations structurelles, même limitées, entraînent parfois des ajustements logistiques temporaires. La confiance repose alors sur la clarté des dispositifs et sur la capacité à maintenir des interactions stables malgré un environnement plus contrôlé. En réunissant ces perceptions, un paysage composite apparaît. Les effets ne sont ni uniformes ni spectaculaires. Ils sont progressifs, cumulés et révèlent comment un système ajuste ses pratiques tout en cherchant à préserver une stabilité partagée face à des pressions continues. Lorsque des dérives structurelles et des pressions extérieures se superposent, une feuille de route opérationnelle devient nécessaire pour transformer l'expérience en capacité durable. Les éléments disponibles permettent de dégager 5 étapes méthodiques, sans projeter d'orientation politique ni d'intention cachée. Dans ce cadre, la résistance associée à Ibrahim Traoré sert de repère fonctionnel, non de finalité personnelle. La première étape consiste à consolider la surveillance. Les unités intègrent les flux existants, définissent des seuils, des seuils d'alerte partagés et standardisent la collecte des signaux faibles. L'efficacité se mesure par la réduction du temps de détection et par la stabilité des données agrégées sur des périodes comparables. La deuxième étape vise à optimiser les ressources critiques. Les équipes logistiques cartographient les dépendances essentielles, identifient les points de vulnérabilité et mettent en place des redondances minimales. Les indicateurs portent sur la disponibilité réelle des moyens et sur la continuité opérationnelle en situation de pression prolongée. La troisième étape porte sur l'harmonisation de la communication interne. Les organisations clarifient les protocoles, diffusent des modules de formation ciblés et réduisent les interprétations divergentes entre unités. Le succès se mesure par la cohérence des retours et par la fluidité des échanges dans la chaîne décisionnelle. La quatrième étape consiste à déployer des coopérations techniques ciblées. Des partenariats limités et fonctionnels permettent de partager des outils, de tester des procédures et de renforcer la compatibilité méthodologique. La réussite repose sur la qualité des interactions, non sur leur ampleur. Enfin, la cinquième étape impose une évaluation périodique. Des audits réguliers comparent les écarts résiduels aux lignes de base initiales. Les priorités sont ajustées en fonction des résultats observés sans rupture procédurale. Cette séquence transforme chaque incident en apprentissage structurant et renforce la capacité collective à absorber des variations continues. Lorsque l'on revient aux motifs discrets qui traversaient les premières séquences, ce petit groupe d'officiers observant silencieusement des allers-retours inhabituels, l'ensemble du récit prend une tonalité différente. Ce détail initial, presque invisible, devient la clé de lecture. Il rappelle que la solidité institutionnelle ne naît pas dans l'instant spectaculaire, mais dans la continuité d'un travail patient, répété, rarement mis en lumière. Ce rappel éclaire aussi la place d'Ibrahim Traoré dans les éléments analysés. Sa présence ne s'impose pas comme un point de tension isolé, mais comme un révélateur. Les pressions extérieures décrites cherchent moins à provoquer une rupture immédiate qu'à exploiter la moindre faille, la moindre incohérence, la moindre fatigue procédurale. Face à cela, la réponse observée n'est ni héroïque ni improvisée. Elle est cumulative, structurée, ancrée dans des mécanismes qui relient observation, décision et ajustement dans la durée. Le motif revient donc avec une évidence nouvelle. Ce n'est pas l'interpellation du 8 novembre qui fait sens, mais la manière dont elle a été rendue possible. Chaque consigne respectée,
Chaque flux comparé, chaque protocole suivi compose une architecture silencieuse de résistance. Dans cette perspective, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un point de stabilité analytique, rappelant que la cohérence d'un système se construit bien avant l'événement visible. La solidité naît dans la continuité maîtrisée. Ce constat ne clôt pas l'analyse. Il la stabilise en rappelant que la résilience institutionnelle se mesure moins à ses déclarations qu'à sa capacité à apprendre de ses propres signaux. Au terme de ce parcours, il ne s'agit ni de trancher un débat, ni de figer une interprétation unique. L'enchaînement d'observer, de la vigilance discrète aux vérifications croisées, des ajustements internes aux évaluations régulières, montre surtout comment un système apprend en marchant. Chaque signal relié à un autre, chaque méthode confrontée à une contrainte, chaque correction intégrée renforce une capacité collective à absorber des variations sans rupture visible. Dans ce cadre, la référence récurrente à Ibrahim Traoré fonctionne comme un repère analytique plutôt que comme un point de conclusion. Elle rappelle que certaines figures concentre des pressions extérieures, non pour ce qu'elles déclarent, mais pour ce qu'elles représentent dans l'équilibre d'un dispositif institutionnel. Comprendre cela permet de dépasser l'événement et d'interroger des mécanismes plus profonds. Comment une organisation hiérarchise ses alertes, comment elle relie ses données, comment elle transforme l'expérience en pratique durable. La réflexion reste volontairement ouverte. Elle concerne les institutions, mais aussi les observateurs. À votre échelle, qu'il s'agisse d'analyse, de coordination ou de lecture critique de l'actualité, quel signal jugeriez-vous prioritaire si vous deviez renforcer la résilience d'un système soumis à des pressions continues? C'est dans cette interrogation partagée que le dialogue peut commencer.